Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est maître Vincent Brengart. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat de l'association Anticorps, qui est une association qui peut se porter partie civile, qui lutte contre la corruption et qui a été à l'origine d'ailleurs de Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République, entre autres. Et elle avait un agrément qui lui permettait de se constituer partie civile, agrément qui n'a pas été renouvelé. Catherine Colonna devait le renouveler, ne l'a pas fait. Elisabeth Borne vient de quitter le gouvernement, elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet agrément aurait dû être renouvelé l'an dernier, tout était en place. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Cet agrément aurait dû être renouvelé parce que Anticorps remplit la totalité des conditions qui sont posées par la loi. Elle avait déposé son dossier, elle a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées par le gouvernement et on a attendu finalement les derniers jours pour pouvoir encore dans un silence le plus absolu. Oui, jusqu'à minuit, il y avait jusqu'à minuit. Et ce qui est complètement spectaculaire, c'est que non seulement vous avez une association qui remplissait la totalité des conditions posées par la loi, et qu'en plus ça a été des déports successifs. Parce qu'au départ, finalement, le Premier ministre ne peut pas se prononcer, puis on confie à quelqu'un d'autre le soin de le faire, parce que de fait, le garde des Sceaux ne pouvait pas non plus se prononcer parce que il était mis en cause d'un point de vue judiciaire. Et il faut attendre le 23 décembre pour qu'il y ait un nouveau décret de déport qui soit pris et qui confie cette charge au ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire qu'on imagine que 3 jours avant l'expiration du délai, vous avez un ministre qui va se saisir d'un dossier hautement brûlant et qui va rendre autre chose qu'un refus. Je crois véritablement qu'on est face à une décision qui est totalement politique. L'association Anticorps est une association qui embarrasse au plus haut sommet de l'État et on a tenté de se débarrasser d'un acteur majeur de la lutte contre la corruption. Mais c'est incroyable que ça puisse se passer de cette façon-là. Quels sont les recours aujourd'hui de l'association ? Alors, les recours aujourd'hui de l'association sont de plusieurs sortes. Déjà, nous avons contesté cette décision implicite de rejet qui a été donc rendue par le ministère des Affaires étrangères. Donc, nous allons attendre que les juridictions administratives puissent se prononcer. Et parallèlement, dès lundi, l'association va déposer une nouvelle demande d'agrément. Et cette nouvelle demande, elle a des chances d'aboutir ou pas du tout ? Comment ça va se passer ? Elle a des chances d'aboutir si il y a un examen attentif et surtout impartial qui est fait sur les conditions qui sont posées par la loi. Parce que il faut ici rappeler que l'agrément qui avait été délivré en 2021 pour Anticorps avait fait l'objet d'une annulation pour des motifs techniques par les juridictions administratives, mais que dans le cadre de ce recours et dans le cadre de ce contentieux, par un mémoire écrit, les services de la Première ministre avaient clairement indiqué que l'association remplissait la totalité des conditions qui étaient posées par la loi. Et vous voyez, c'est ubuesque en réalité. C'est ubuesque lorsque vous avez... C'était pour trouver une solution, enfin un petit caillou pour éviter de renouveler l'agrément. Un caillou, parce que c'est vraiment une interrogation collective qu'on doit aujourd'hui porter, parce que au-delà même, si je puis dire, du cas d'Anticorps, ça interroge. Lorsque vous avez un Premier ministre qui vous dit le 3 octobre 2023 que l'association Anticorps remplit la totalité des conditions et que finalement elle ne renouvelle pas l'agrément en décembre, alors même que ça fait plusieurs mois que la demande est en cours d'examen, ça suscite des questions qui sont tout à fait légitimes, et en tout cas, ça accrédite l'idée que véritablement, encore une fois, on a tenté finalement d'empêcher à l'association Anticorps de pouvoir mener son combat contre les atteintes à la probité. Mais sans agrément, l'association peut continuer de dénoncer les conflits d'intérêts. Est-ce qu'elle peut continuer aussi de se porter partie civile ou pas du tout ? Comment ça va se passer sans agrément maintenant ? Alors, c'est une question juridique relativement complexe, parce que avant la loi de 2013 qui a mis en place la procédure d'agrément, c'est le juge judiciaire qui déterminait si une association pouvait avoir ou non intérêt à agir en matière d'atteinte à la probité. En 2013, pour pouvoir sécuriser le rôle des associations de lutte contre la corruption, on a mis en place cet agrément précisément pour pouvoir lutter contre la criminalité financière. Et donc la question qui va se poser maintenant, c'est de savoir si l'association peut toujours se constituer partie civile sur la base du droit tel qu'il existait avant, donc autrement dit celui qui avait été déterminé par la Cour de cassation, ou si la mise en place de la procédure d'agrément finalement empêche toute constitution de partie civile indépendamment donc de cette autorisation
donné par le gouvernement. Mais c'est quand même assez incroyable que c'est le gouvernement qui donne l'agrément à une association qui va lutter contre la corruption. Ça montre bien toute la limite aussi de ce système. Pourquoi c'est le gouvernement qui donne l'agrément? Mais c'est surréaliste. Je veux dire, en fait, c'est parfaitement incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez un agrément qui doit être donné par le garde des Sceaux et au mépris finalement de ce que devrait être l'indépendance des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est le juge judiciaire qui devrait se prononcer sur l'intérêt à agir et lui seul de l'association Anticor. Parce que non seulement on confie à une autorité politique le rôle d'examiner le bien fondé de la constitution de partie civile de l'association Anticor, et en plus on confie à une autorité politique qui a plus que jamais dans l'histoire était concerné par des affaires d'atteinte à la probité, parce que vous voyez, en fait, on se pose même la question de savoir, il y a tellement de ministres qui sont aujourd'hui mis en cause qu'on ne sait même pas véritablement quel ministre pourrait se prononcer de façon impartiale sur la demande d'agrément. Anticor, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement avec l'entrée au gouvernement de Rachida Dati, présomption d'innocence bien sûr, mais qui est quand même déjà soupçonné de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est quand même incroyable de choisir quelqu'un qui a déjà ce profil-là vis-à-vis de la justice. C'est un signal extrêmement délétère. Signal délétère parce que vous avez quelqu'un qui est mis en examen depuis maintenant 2021, effectivement, qui doit bénéficier de la présomption d'innocence. Mais jusqu'à présent, on nous a toujours dit, notamment dans le cadre de l'application de ce qu'on appelait la jurisprudence Bérégovoy, précisément de conduire à la démission de ministres qui pouvaient être mis en cause dans des affaires judiciaires. Donc on est complètement à l'envers de cette jurisprudence où non seulement on ne pousse pas à la démission, mais au contraire, on vient recruter des personnes qui sont par ailleurs mis en cause dans des affaires judiciaires. Et en plus, honnêtement, il y a probablement beaucoup d'autres personnalités qui seraient tout aussi compétentes, si ce n'est plus, à pouvoir trancher des questions de la culture. Donc pourquoi est-ce qu'on vient chercher une personnalité dont on sait qu'elle est mise en cause dans une affaire d'atteinte à la probité? Est-ce que ça montre pas un certain sentiment d'impunité, là justement, de ces politiques qui se disent, finalement, avec ou sans agrément, Anticor ou pas, la justice fera son travail, elle met le temps qu'il faut, c'est assez long, et au final, peu importe les déclarations, on se rappelle Emmanuel Macron, la République exemplaire, tout ça n'existe plus. Je crois qu'en fait, vous avez une élite politique qui est parfaitement déconnectée de la réalité, aussi de la contestation sociale sur un certain nombre de sujets, et notamment sur les questions d'atteinte à la probité, mais qui se sait en position de force. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a uniquement une élection présidentielle par intervalle de 5 ans, qu'on n'a aucune espèce de contrôle sur la manière dont sont désignés les ministres, eh bien finalement, ce sont des arrangements qui sont des arrangements politiques qui manifestement sont pas forcément en rapport avec les compétences et les qualifications de chacun, sans pour autant avoir une possibilité de contrôle. Moi, encore une fois, je suis assez saisi d'effroi par ce qui est en train de se passer, parce que ça donne véritablement l'impression que finalement, on marche aussi sur la justice et sur ce que peut signifier une mise en examen, parce que même s'il y a une présomption d'innocence, ça signifie qu'il y a des indices graves et concordants de commission d'infraction pour des affaires qui peuvent être d'une toute particulière gravité, et à un moment en plus où il y a une profonde lassitude de la part de toute une partie de la population face à cet intérêt général qu'on piétine chaque jour un peu plus. On voit avec le cas Nicolas Sarkozy, qui est empêtré dans de nombreuses affaires, que ce soit Big Malion, le financement de la campagne de 2007 avec l'argent libyen, les écoutes, etc., et qui continue d'être un consultant, un conseiller influent des cercles de pouvoir. C'est quelque chose d'assez tragique. Je pense qu'il y a un paradoxe qu'il va falloir résoudre dans les mois et les années à venir, c'est que la justice en matière d'atteinte à la probité a considérablement progressé. C'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes qui sont mises en cause aussi parce que les enquêtes ont progressé, les moyens d'investigation ont progressé. On le voit, il y a aujourd'hui des enquêtes, il y a des renvois devant les tribunaux correctionnels qui sont opérés. Mais en fait, là où ça aurait dû conduire à une prise de conscience collective de la réalité de ces comportements, on voit qu'en fait, il y a parfois une forme d'indifférence aussi d'une partie de la population face aux atteintes à la probité. Et finalement, vous avez un gouvernement qui se nourrit de cette indifférence pour faire en sorte non seulement de maintenir ces ministres en exercice et de ne pas respecter ce que devrait être le processus judiciaire. Et véritablement, ça interroge. C'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes qui sont soupçonnées d'atteinte à la probité, ça donne l'impression non seulement d'un sentiment d'impunité, ça donne presque l'impression que la mise en cause dans une affaire judiciaire pour des affaires d'atteinte à la probité devrait presque être un corollaire de l'exercice des fonctions publiques. Mais en fait, c'est pas ça la démocratie, et c'est pas ça l'exercice du pouvoir. Est-ce que vous pensez que en matière de corruption, les choses se sont améliorées, se sont empirées depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Moi, je pense que d'un point de vue judiciaire, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais il y avait déjà en fait un mouvement auquel il était parfaitement
différents, mais notamment par la mise en place du parquet en matière d'atteinte à la probité, en parquet anticorruption, et qui a clairement permis des progrès qui sont tout à fait sensibles dans des affaires d'atteinte à la probité. Maintenant, en fait, on voit qu'il y a une espèce de régression politique, parce que derrière, vous pouvez avoir des personnalités qui sont mises en cause d'un point de vue judiciaire, mais si jamais on continue, on renouvelle la confiance qui leur est accordée, si on ne donne pas l'impression que les faits pour lesquels ils sont mis en cause sont des faits graves, qu'on n'applique pas un principe de précaution, en fait, tout ça donne finalement, encore une fois, le sentiment d'une banalisation des atteintes à la probité, et qui est tout à fait néfaste pour la démocratie. Mais je pense qu'en fait, ils sont sur un pied d'équilibre, c'est-à-dire pour l'instant, ils voient qu'ils peuvent encore passer en force, jouir d'une forme d'impunité, jusqu'à ce que l'opinion finisse par ne plus supporter ces comportements. Et encore une fois, d'un point de vue judiciaire, lorsque vous voyez la succession des mises en cause de nos ministres, on a largement matière à voir que les choses ne vont pas. Et sur par exemple, la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti, le jugement rendu par la Cour de justice de la République, un tribunal d'exception, qui dit que finalement, oui, alors il aurait pu avoir évidemment voulu faire pression sur des magistrats, mais on n'a pas pu, et au final, ils ne veulent pas poursuivre, pas faire appel, parce que ce serait contraire à la bonne marche de l'administration de la justice. C'est incroyable comme décision, non ? Mais rien ne va. C'est-à-dire que déjà, effectivement, vous avez un ministre qui a été jugé par ses pairs, oui. Et vous avez en plus un procureur de la République qui a requis contre son supérieur hiérarchique. Enfin, déjà, on voit l'anomalie dans laquelle on se trouve. Et le raisonnement de cette Cour de justice, c'est de considérer que l'élément matériel de l'infraction qui lui était reproché était caractérisé, mais pas l'élément intentionnel. Alors même comment c'est possible, ça ? J'allais dire, on a fait jurisprudence. C'est-à-dire, ils ont inventé un truc pour dédouaner Éric Dupond-Moretti. On a inventé un nouveau principe, parce que lorsque vous regardez la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur ces infractions, elle n'a jamais posé comme condition précisément cet élément intentionnel. Et en plus, vous avez une particularité liée au fait que vous avez en plus un professionnel du droit. Vous avez, je veux dire, quelqu'un qui en plus maîtrise plus que beaucoup d'autres. Avocat avant d'être ministre. Exactement, qui était avocat, donc pour lequel on ne pouvait pas considérer qu'il ne maîtrisait pas le droit. Et donc déjà, vous avez une application qui est tout à fait singulière des éléments constitutifs de l'infraction. Et en plus, vous avez finalement une autorité de poursuite qui a soutenu de façon extrêmement vigoureuse une demande de condamnation à son encontre, et qui vous dit en fait non, on va pas faire de pourvoi parce que ça va prendre du temps, parce qu'il y a un aléa. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie ? À ce moment-là, on fait jamais de pourvoi, on fait jamais d'appel du côté du ministère public lorsque les choses ne vont pas. Et on a finalement l'impression que on a un peu tout eu, c'est-à-dire qu'à la fois, on a réussi à préserver les apparences en sollicitant une condamnation, mais derrière, il y a eu une décision de relax, et on ne fait pas de pourvoi, pas de recours contre cette décision de relax. Et en plus, vous avez une Cour de justice de la République aujourd'hui qui préexiste, alors même qu'on sait que ça faisait partie des engagements qui avaient été pris par Emmanuel Macron, précisément de faire en sorte que cette Cour de justice de la République n'existe plus. Et non seulement cette Cour de justice de la République fait des ministres des justiciables d'exception, et aujourd'hui on a la confirmation que non seulement ce sont des justiciables d'exception, et qui en plus bénéficient manifestement d'une application du droit qui est une application d'exception. Est-ce que c'est devenu une parodie de justice, cette Cour de justice de la République ? Je pense honnêtement que c'est devenu une parodie de justice. Je crois que ça préserve les apparences qu'il y a véritablement un contrôle qui est exercé, mais aujourd'hui, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue démocratique, il n'y a aucune espèce de raison que les ministres puissent échapper à des juridictions de droit commun, parce que la Cour de justice de la République, par le biais des décisions de relax, par le biais de quelques décisions de condamnation qui ont été rendues, où soit il y avait des dispenses de peine, soit il y avait des condamnations qui étaient tout à fait clémentes, a montré clairement qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux. Et encore une fois, je pense il faut garder à l'esprit que ces enjeux sont plus que jamais renforcés, parce qu'il y a une multiplication des atteintes à la probité. On est aussi face à des gestions de crises qui sont des crises sans précédent. Je pense évidemment à la crise sanitaire, à la manière dont elle a pu être gérée. Je pense demain... Avec le secret défense, qui fait qu'on n'a pas accès aux prises de décision. Exactement, avec le secret défense et toute l'opacité qui a pu être entretenue. Et demain, aussi, la responsabilité de nos gouvernants face notamment aux défis qui sont des défis climatiques, pour lesquels on viendra probablement rechercher leur responsabilité pour des faits d'inaction. Donc on voit en fait que c'est un système qui entretient une irresponsabilité, c'est un système qui entretient une impunité. Et vraiment, moi je pense que non seulement les professionnels du droit dont je fais partie doivent s'en saisir, mais il faut aussi que le grand public comprenne les enjeux qu'il peut y avoir autour de cela, parce que sinon ça donne l'impression, et pour revenir à cette question de la désignation de nos gouvernants, que en fait finalement on n'exerce aucun espèce de contrôle
contrôle, ni démocratique, ni judiciaire, et que on se met à commenter des remaniements, mais sur lesquels finalement on n'a aucune espèce d'influence, et c'est ça qui ne va pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, de la reconduction d'Éric Dupond-Moretti à son poste ? Moi, je pense qu'elle n'est pas surprenante à partir du moment où on avait fait le choix de le maintenir alors même qu'il était mis en cause et renvoyé devant la Cour de justice de la République. Donc à partir du moment où il y avait déjà eu ce passage en force, j'imaginais pas qu'il ne puisse pas être reconduit. Maintenant, à voir quelle sera son action. C'est vrai que d'un point de vue judiciaire, il y a eu des progrès, notamment en termes de budget alloué à la justice. Maintenant, est-ce qu'elles sont la conséquence de son action ou est-ce qu'elles étaient la conséquence de décisions qui avaient été prises avant probablement le cas, mais c'est sûr que lorsque vous avez un ministre qui a échappé de si près à une condamnation judiciaire, d'un point de vue personnel, évidemment que ça interroge. Merci beaucoup, maître Vincent Brengart, d'avoir été notre invité pour parler de l'association Anticorps. On va suivre, bien sûr, cette demande d'agrément, voir où ça va. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve pour parler, bien sûr, du remaniement et de Gabriel Attal. À tout de suite. 2023 c'était bien, mais alors 2024, ça va être quelque chose. Je nous souhaite une sublime année avec Sud Radio. C'est André Berkoff. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.